Je viens de recevoir un SMS d'un adhérent qui me demande si tu es célibataire, Christian, parce qu'il est tombé amoureux de toi. Euh, un adhérent, je ne citerai pas son nom. Alors on va passer maintenant à un autre temps que ce temps d'ouverture, qui est du coup une table ronde consacrée à l'EFC en acte. De quoi parle-t-on? Et donc la proposition qui vous est faite dans cette table ronde, c'est de découvrir une diversité d'acteurs. C'est vraiment le mot important, c'est diversité. Vous verrez qu'il y a des acteurs qui sont des artisans, qui sont dans le monde de l'économie sociale et solidaire, de professions libérales, etc. Et qui, du coup, ont engagé chacun une trajectoire dans les nouveaux modèles économiques. Et puis, on va vérifier, à travers leurs témoignages, un petit peu tous les propos des Christians. Est-ce que tout ça, c'est des jolis mots, ça donne la pêche, etc. Ou dans le réel, il y a des transformations énormes qui sont faites? Eh ben, c'est les dirigeants engagés dans cette affaire qui vont vous le dire. Et donc, du coup, on va vous proposer un certain nombre de récits. Ces récits, je vais être très franc avec vous, ils sont totalement subjectifs. Totalement subjectifs. Pourquoi ils le sont? Parce qu'en fait, c'est ma subjectivité que je vais mobiliser pour pouvoir vous raconter la trajectoire des dirigeants d'entreprise. Ma subjectivité, c'est celle du coup d'un accompagnateur qui est tombé dans l'EFC quand il était tout petit. J'étais en stage d'apprentissage quand j'ai démarré les premiers parcours de l'EFC avec le président à l'époque. Et bien d'autres. C'est celui d'un animateur de club, du coup, qui organise la coopération, et quelqu'un vraiment qui est, encore une fois, totalement convaincu par la doctrine, entre guillemets, de l'EFC. Donc c'est totalement biaisé, cette affaire. Sachez-le, c'est ma subjectivité. Heureusement pour vous, je ne suis pas totalement l'escroc, j'ai fait venir une autre forme de récit. Un poète avec qui on travaille, qui a rencontré une dizaine d'adhérents du Club Noé, pour avoir une autre vision, une autre manière de voir le réel, parce qu'il y a plusieurs façons de l'analyser. On a le prisme de l'AFC, c'est aussi bien d'avoir le prisme artistique, et du coup, c'est ce qu'on vous propose. J'espère avoir été bon dans le teasing, suffisamment pour que vous applaudissiez les intervenants qui vont me rejoindre du coup sur scène. Céline Douchet, Thomas Desmoulins, Marion Duat, Dominique S, Olivier Delecroix. Allez, venez, rejoins sur scène. Je tiens aussi à souligner à quel point c'est pas simple de faire cet exercice-là, de monter sur scène et de parler de sa trajectoire. Je sais que j'en ai empêché certains de dormir. Donc vraiment, encore une fois, si vous pouvez les réapplaudir encore pour leur donner un petit peu de force, c'est vraiment sympa. Alors, ils n'ont aucune idée de l'ordre. Ils ne savent pas encore lequel va se faire manger. Celui qui ouvre le bal, c'est toi, Olivier, du coup, Delecroix. Ouais. Donc, Olivier, tu es dirigeant d'une entreprise qui s'appelle Delecroix Menuiserie. Tu la diriges avec tes deux frères, qui sont associés, une entreprise familiale, qui a été créée en 2011, qui comprend du coup 17 collaborateurs et 3 co-gérants. Et vous avez une autre structure de peinture côté couleur également. Les différentes activités de l'entreprise, ce sont des activités du coup d'agencement, de rénovation, de menuiserie intérieure et extérieure. Vous êtes situé sur un territoire qui s'appelle la Pévèle, qui n'est pas très loin du coup de Lille, un peu plus rural que la communauté d'agglo de Lille. Tu rentres dans l'EFC, dans un parcours d'accompagnement en 2014. Alors c'est toujours intéressant de savoir qu'est-ce qui pousse les dirigeants d'entreprise à rentrer dans un parcours d'accompagnement qui dure 1 an, demi-journée minimum par mois, des rendez-vous individuels, etc. Ils doivent se rencontrer entre eux. Et le parcours s'appelle économie à fonctionnalité de la coopération, ils ne savent pas ce que c'est. Alors quelles sont les motivations qui poussent à faire un engagement pareil? Et je relisais du coup les fiches qu'on a fait de votre parcours, et les motivations au départ, du coup, c'est forcément une sensibilité aux enjeux environnementaux de la part du coup du dirigeant. Une conviction aussi qui est que la prise en compte de ces enjeux environnementaux, ça passe par la transformation de son activité. Ça, c'est une conviction très très importante, parce que tu pourrais aussi simplement penser qu'en faisant le tri de tes déchets dans la maison, ça suffit. Non, tu penses que ça passe aussi par la transformation de ton activité. Et puis aussi le souhait que tes offres, elles ne soient pas simplement analysées avec un prisme, qui est le prisme industriel. Résumer la valeur de tout le travail de Delecroix Menuiserie à le prix de la fenêtre. Ça, c'est très très fatigant pour tout le monde, en fait, les dirigeants, les salariés, etc. Et ça crée plein d'externalités négatives, concept clé de l'EFC. Donc voilà quelles sont les grandes raisons qui poussent
Olivier à rentrer dans ce parcours et voit du coup dans ce parcours un certain nombre de limites que j'ai déjà un peu citées, notamment tout un tas d'activités de travail. Lorsqu'on regarde, on passe une journée avec les salariés d'Olivier ou avec Olivier, on se rend compte qu'il y a plein d'activités avant, pendant et après la production du bien et du service, mais alors qu'ils sont passés totalement inaperçus, notamment par le client, parfois même par le dirigeant lui-même ou par les salariés eux-mêmes. Ils ne savent même pas qu'ils ont rendu tel service et qu'ils ont fait tel type de travail. Voilà, c'est cette invisibilité-là, le fait d'être dans un rapport de force avec le prix, ça c'est quelque chose qu'on a longuement analysé et qui est lié au modèle économique. Dit autrement, tant qu'on continue à vendre des fenêtres, il ne faudra pas s'étonner qu'on ne soit pas valorisé dans l'apport du conseil, de l'usage, etc., de la relation de service. Ça va être très compliqué de se comprendre. Également des effets de concurrence entre les acteurs du BTP qui sont très très embêtants. Une situation réelle qui est déjà arrivée. Donc, l'ancien président du Club Noé, Didier Dumont, dirige une structure qui fait de l'installation de chauffage, ventilation, électricité. Et puis, des clients viennent le voir pour acheter une chaudière. Ils n'ont pas du tout besoin de chaudière, ils ont besoin de se chauffer, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et en fait, ils auraient besoin d'abord peut-être de commencer de changer les fenêtres. Donc, si en fait mon ancien président, il a un choix en fait à faire à ce moment-là. Est-ce que je rends service à mon client et je l'envoie chez mon concurrent et je perds de l'argent, ou alors je lui vends une chaudière? Mais c'est pas de ça dont il a besoin. C'est entre le manque de coopération et parfois les rapports de force entre les acteurs du bâtiment sont vraiment très 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 nuisibles. On a fait une évaluation auprès de nos adhérents, 80% de la marge nette en moyenne, d'après nos adhérents, dépend d'enjeux de coopération entre les acteurs du bâtiment. Améliorer la coopération, vous doublez quasiment votre marge nette, dit autrement. Et avec l'EFC, concrètement, dans quoi que tu es rentré? Tu as déjà créé un certain nombre d'expérimentations avec, moi j'appelle ça comme ça, des expérimentations avec des clients, des situations où l'enjeu de départ, ce qui vaut, on va discuter de qu'est-ce qui a de la valeur. Et toi, tu es arrivé en disant, mais on va avoir une discussion sur qu'est-ce que vous mettez derrière le mot qualité, parce que moi, la qualité, c'est pas simplement la qualité du bois que je vais traiter, c'est la qualité de service. Mais du coup, il va falloir savoir en quoi je peux vous rendre service, et surtout tout le travail aussi que vous allez devoir faire pour qu'on soit vraiment efficace ensemble et atteindre les services qu'on s'est fixés. C'est aussi, du coup, avec l'EFC, la création d'un groupement pour lutter contre ces enjeux de concurrence. Olivier, du coup, a créé un groupement avec le chauffagiste, avec un diagnostiqueur thermique qui, du coup, analyse la performance énergétique du bâtiment, et puis des structures qui font de l'isolation intérieure et extérieure, et propose une solution globale de rénovation énergétique sans se tirer dans les pattes. Et pour terminer, avec l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, on est en train en ce moment de travailler sur le montage d'un projet, puisque Olivier a créé avec tout ça un concept très très intéressant, qui est le concept de l'entreprise artistrielle, puisque vous avez devant vous un dirigeant d'une PME familiale qui du coup travaille le bois, qui est dans vraiment une logique artisanale avec une notion très très importante du service et de la qualité qui était déjà présente avant de travailler sur l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Pour autant, il y a aussi beaucoup de machines qui permettent de proposer plus de choses, plus de diversité de produits, mais du coup ces machines elles ne sont pas forcément très très bien adaptées à rendre réellement service. En fait, elles rendent service si vous rentrez dans la programmation de la machine. En dehors de la case de la machine, on n'arrivera pas vraiment à vous rendre ce service. Ce qui est une vraie problématique lorsqu'on propose du sur-mesure et de l'accompagnement à la carte. Donc tout ce travail-là de réorganisation de comment on adapte l'outil réellement et comment on le met au service des services, c'est un travail qu'on est en train de mener ensemble. Olivier, quand je fais cette lecture-là, quel regard tu as sur cette trajectoire et sur cette lecture? D'abord, je me dis juste une chose, si ta subjectivité s'arrête là, ça va. Elle est à peu près correcte et elle est acceptable. Donc je te remercie, c'était plutôt précis et vrai. On a effectivement créé Delecroix Menuiserie à l'origine sur un modèle plutôt traditionnel, modèle artisanal, et en exerçant notre activité comme tout un chacun dans le monde du bâtiment, avec des devis, Et puis, très vite, on s'est rendu compte, mais pas tout seul, grâce effectivement à Simon notamment, le Club Noé, etc., en faisant nos premiers pas dans les communautés de la fonctionnalité, qu'on faisait notre activité finalement de façon pas complètement traditionnelle. C'est-à-dire qu'on avait un certain nombre d'offres servicielles, effectivement, comme tu l'as souligné Simon, plutôt invisibles. Invisibles aux yeux de nos clients, c'est certain. À nos yeux aussi, probablement, parce qu'on le faisait de façon naturelle, pensant que c'était parfaitement normal. Finalement,
avec les premiers pas de l'EFC, on s'est rendu compte que ça ne l'était pas tant et que ces services, ils avaient une véritable valeur. Le problème, c'est qu'il faut réussir à mettre en œuvre et à matérialiser la valeur de ces services. Et donc, on avait des offres, nous, qui étaient systématiquement analysées sous le prisme du prix. Le prix, rien que le prix, non, pardon. Le prix plus l'exigence de qualité, plus l'exigence de délai, parce qu'on est dans une société où tout doit toujours aller plus vite et plus vite, qu'il faut fabriquer des fenêtres ou des dressings comme Amazon en 2 heures et livrer en 4 heures. Donc en fait, tout ça était un peu compliqué et tu l'as dit, c'est lassant. Lassant en fait d'essayer de recueillir les besoins au plus proche et d'aller chercher vraiment précisément, d'interroger l'usager sur ses réels besoins et de se rendre compte qu'au final, la seule chose qui reste, c'est le prix et le prix. Donc en fait, Simon, le Club Noé en général, nous a beaucoup aidé à nous rendre compte de ça. Et on s'est dit, il serait peut-être temps de réussir à matérialiser cette offre servicielle et pouvoir déplacer la valeur du seul bien sur une valeur de service, voire même sur une valeur que j'appelle aujourd'hui solution globale. C'est-à-dire que l'objectif de Delecroix Menuiserie, ça n'est plus, ça ne l'a jamais été, je pense, mais en tous les cas encore moins aujourd'hui, de vendre un produit, mais c'est de construire, de co-construire avec les usagers une solution globale qui englobe produits et services. Et il fallait donc réussir à matérialiser ces éléments-là, à rendre visible auprès des usagers ces éléments-là. Donc on s'est interrogé, on s'est vite rendu compte qu'il allait falloir changer de modèle complètement. En fait, il allait falloir remettre à plat l'organisation complète de l'entreprise, parce que construire une solution globale pour nos usagers, qui sont nos clients, ça nécessite d'intégrer 100% de l'entreprise. Pas uniquement le service commercial, pas uniquement le service production, pas uniquement le service de mise en œuvre, mais absolument tout le monde. Pour pouvoir, au final, mettre en œuvre une solution qui soit une solution globale, qui séduise, en tous les cas, qui réponde aux besoins d'un usager. Et donc, cette mise à plat, c'est très compliqué, parce qu'il faut mettre par terre toutes nos certitudes, nos convictions. On a été bien aidé dans les sas de déformation, d'ailleurs, quand j'ai participé là, pendant une année à l'économie de la fonctionnalité de la coopération là, aux universités. Et donc, on s'est dit qu'il était peut-être intéressant de se poser, d'y réfléchir, ce que nous avons fait. Et on a cherché donc un autre modèle, en se disant, voilà, on est sur ce modèle artisanal, traditionnel. Il offre des intérêts. Modèle artisanal, ça veut dire une souplesse, ça veut dire une proximité avec les usagers, ça veut dire un ancrage territorial très fort. Il ne faut pas renier, il faut garder ces éléments-là. Mais on l'a vu, ce n'est pas suffisant. Il nous manque un certain outillage pour aller plus loin, pour pousser les limites techniques, pour pouvoir répondre sur des solutions toujours plus proches des besoins des usagers. Donc, investir dans de l'outillage, actuellement outillage plutôt numérique. Il faut aussi une nouvelle organisation du travail, il faut aussi de la rigueur, il faut repenser tout ça. Donc on s'est tourné vers le modèle industriel en se disant modèle industriel égale superbe outil de travail, égale process rompu à tout, etc. Sauf que le modèle industriel, il a aussi ses travers. Le modèle industriel, c'est aussi l'impossibilité d'avoir une souplesse. Alors, j'espère ne pas me prendre les foudres des industries, mais... Pas ici, en tout cas. J'ai l'impression, donc ça va. Mais effectivement, l'industrie, elle ne peut pas être aussi souple que le modèle artisanal, parce qu'on ne pointe pas et on ne dépointe pas ces outils, comme ça, tous les jours, c'est impossible. Parce que quand on investit dans un outillage coûteux, eh bien, on a naturellement le souhait, le besoin de le rentabiliser. Le rentabiliser en standardisant des offres, en créant, en fabriquant, en construisant un catalogue, en arrivant chez nos usagers, en leur disant « voilà ce que j'ai à vous vendre ». Moi, aujourd'hui, vous l'avez compris, on n'a rien à vendre. On a juste qu'à recueillir les besoins et essayer de co-construire avec les usagers une solution. Donc on s'est dit que le modèle artisanal était complexe, en tout cas pas suffisant. Le modèle industriel ne correspond pas à nos besoins. Entre les deux, on a vu un vide. Donc on s'est dit, alors qu'à cela ne tienne, il y a peut-être quelque chose à créer. Et donc on a imaginé dont Simon vient de parler là, il y a quelques minutes, le modèle artistriel, effectivement, comme artisan et artistriel, industriel, vous l'aurez compris, qui devrait nous permettre, en tous les cas, on en est au début, donc effectivement, Simon l'a souligné, on est en train de travailler le projet avec la région des Hauts-de-France.
On devrait peut-être être accompagné par les Hauts-de-France, je devrais le savoir d'ici quelques semaines. L'idée étant de mener un certain nombre d'expérimentations pour pouvoir mettre en œuvre, j'allais dire, un livre de recettes de qu'est-ce que le modèle artistriel, qu'est-ce qu'il procure, qu'est-ce qu'il promet, et puis comment réussir sa transition, comment réussir à passer d'un modèle traditionnel sur un modèle artistriel qui permettra, et le but ultime est clairement de mettre en œuvre une solution globale, c'est-à-dire systématiquement déplacer la valeur purement produit sur une valeur produit et service, et voire même d'ailleurs sur plus de services encore. Et l'objectif, d'ailleurs, les services sont essentiels parce qu'on est comme les autres. On a donc investi d'ailleurs dans cet outil plus pointu que ce qu'on avait jusqu'à maintenant. C'est effectivement un investissement lourd. Et on n'est pas autrement que les industriels. On a besoin de le rentabiliser aussi. Mais on est convaincu que l'offre servicielle qu'on pourra apporter, elle permettra justement de ne pas faire tourner 24 heures par jour l'outil, de le faire tourner 2 heures, 3 heures, 6 heures, 8 heures en fonction des besoins, et de compenser en fait le fait que ça ne tourne pas par justement cette offre servicielle qui apportera une valeur bien supérieure. Un grand merci pour ce témoignage. Vous aurez l'occasion de toute façon, encore une fois, d'échanger avec les différents acteurs qui témoigneront par la suite si vous voulez creuser davantage les trajectoires et les expérimentations qui ont été menées. On va passer du coup maintenant à Marion Dubois. Marion, du coup, tu es avocate, membre du CJD, ancienne présidente de section Côte d'Opale du CJD, membre de réseau Entreprendre du Club Noé, et tu es également une accompagnatrice du Club Noé en tant que dirigeante ayant expérimenté les nouveaux modèles économiques et souhaitant du coup, participant même très activement à déployer autour d'elle les nouveaux modèles économiques et donc à ce titre, accompagnatrice du Club Noé. Tu es du coup dans un cabinet d'avocats qui s'appelle BBDR, qui est situé du coup à Boulogne-sur-Mer, et vous traitez du coup les domaines juridiques et judiciaires. Tu rentres dans l'économie de la fonctionnalité de la coopération dans un parcours porté par le Centre des jeunes dirigeants, Réseau Alliance, Athémis et le Conseil régional en 2017. Et tu poursuis, après avoir été déformée en tant que dirigeante, à te déformer en tant que manager, c'est-à-dire le travail qui consiste à organiser le travail, à évaluer le travail et à organiser la coopération. Dans ce parcours, dans l'économie à fonctionnalité, toujours le même principe, on découvre avant tout, c'est la première étape, un certain nombre de limites. Que nous, à chaque fois, on rattache, vous l'avez bien compris maintenant, ces limites, elles ne tombent pas du ciel, elles sont liées à un fonctionnement du modèle économique. Ces limites, du coup, encore une fois, on y revient, c'est que le travail réel d'accompagnement de l'avocat n'est absolument pas valorisé, identifié, encore une fois, par le client, mais franchement, d'abord par les dirigeants et les salariés. Le premier qui ne voit pas tout le travail énorme qu'ils font, en général, c'est les dirigeants et les salariés. Il faut des tiers souvent pour révéler à quel point, et leur rappeler régulièrement, parce qu'ils oublient très souvent, à quel point toute la valeur qu'ils produisent et tout le travail qu'ils réalisent. Donc tout ça dans un contexte du coup aussi de concurrence très très accrue dans votre domaine d'activité où Internet et puis vous êtes des professions, je pense aussi aux professions de notaire avec Alexandre Ducrot, vous pourrez trouver sur les stands, professions libérales comme ça qui sont ubérisées, entre guillemets. Vous avez aussi comme forcément Uber, des acteurs qui arrivent en vous proposant par exemple des statuts d'association sans aucun conseil sur Internet et presque gratuitement. Un acte de notaire, c'est pareil, vous pouvez trouver ça également sur Internet. Donc voilà, il y a tout ce contexte de concurrence-là qui invisibilise encore plus le travail, du coup. Aussi, il y avait un enjeu identifié en termes de limites qui était de travailler sur la pérennité de l'équipe, puisque du coup, encore une fois, la première conséquence, très grave d'ailleurs, d'un manque de reconnaissance du travail, c'est l'épuisement professionnel. Et là, du coup, il y avait un certain nombre de signes, plus ou moins faibles d'ailleurs, chez les associés et chez les salariés qui étaient problématiques, aussi d'un point de vue stratégique. Il y avait quelque chose à prendre en charge de ce point de vue-là pour garantir la pérennité du cabinet. Et puis aussi, voilà, pour terminer, une limite un peu exogène, quoique, qui est la limite un peu du système judiciaire actuel, en fait, qui quand même pâtit d'un certain nombre de ressources, qui a une organisation en réalité très 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 industrielle. J'imagine avec les différents corps de métier du système judiciaire, c'est pas
une institution qui facilite les coopérations entre les différents métiers, a priori, comme ça, alors que du coup, on a énormément besoin de cette coopération, là encore, pour pouvoir bien rendre service. Et du coup, avec l'EFC, en ayant travaillé dans cette trajectoire, pareil comme Olivier, tu as expérimenté avec certains clients, pas tous, mais une autre façon de discuter, de valoriser en quoi consiste le travail d'avocat spécifiquement pour cette personne-là. Et en fait, tu n'apportes même pas la réponse avant, c'est comme avec Olivier, on va devoir se mettre d'accord sur comment je peux vous rendre service, quel service on va coproduire en fait en réalité ensemble, jusqu'à tenter aussi d'autres formes de rémunération pour pouvoir être en adéquation avec cette logique-là. Tu as également réfléchi avec un certain nombre de tes associés à lutter contre cette limite un peu ou cette désertification judiciaire en essayant d'éviter les situations qui nous emmènent au tribunal, à réfléchir du coup à une logique plutôt de médiation qui permette d'éviter et de lutter contre la désertification médicale, mais vous ne pouvez pas le porter seul. Vous êtes en train de réunir tout un écosystème pour essayer de réfléchir à cette solution de comment ensemble on peut désengorger les tribunaux. Et pour terminer, je rappelle, je l'ai dit en introduction, un engagement très très fort dans le déploiement autour de toi, dans ton écosystème, plus ou moins direct, notamment sur la Côte d'Opale, à déployer les nouveaux modèles économiques. Et je tiens vraiment à insister sur ce point qui n'est pas du tout un petit point, parce que les dirigeants, donc vous voyez mon président, ça fait maintenant plus de 10 ans qu'il travaille sur l'économie et la fonctionnalité de la coopération. Thierry Delcourt juste à côté, on en discutait, ça fait depuis 2013. C'est pas du tout un chemin de traverse très très simple, l'économie à fonctionnalité. En fait, c'est très très dur, notre affaire, très très dur. Si vous n'avez pas des acteurs comme Marion, comme d'autres, etc., qui sont régulièrement là pour organiser des temps conviviaux, les rencontres sur lesquelles Christian disait qu'il fallait assister pour pouvoir se donner l'énergie, la confiance, etc., des acteurs qui prennent ça, mais presque de manière professionnelle. De dire vraiment, c'est important d'organiser ces événements et de l'intégrer dans son travail. Voilà, pour moi, je fais rentrer ça dans les grandes transformations que que tu as engagées avec l'EFC. Qu'est-ce que tu penses de ce récit ? En 2 minutes. Merci pour ce résumé. Ce que j'en pense, c'est qu'effectivement, on est appelé profession libérale, les avocats, donc déjà on part de loin parce qu'on ne nous considère pas comme des entreprises déjà au départ. Donc quand on parle de nouveau modèle économique, on vous regarde un peu avec des yeux ronds. On se sentait, c'est Christian Duterte qui en a parlé tout à l'heure, un peu le négativisme, etc. La profession se sentait attaquée en fait sur plein de choses, la concurrence d'Internet, le problème avec la justice, il y a plein de facteurs. Mais ça en restait là en fait, et nous on se sentait un peu à l'étroit dans ce cadre-là, motivés par ce qu'on faisait, on était un peu à l'étroit et on se sentait face à pas mal de paradoxes. La guerre des prix, la logique de volume, et on courait toujours après le temps, ça générait un épuisement professionnel, et il y avait en plus un paradoxe avec le client, on n'arrêtait pas de dire au client on va prendre le temps de vous accompagner, et on prenait toujours plus de dossiers, donc il y a un moment ça ne fonctionne pas, ou ça fonctionne au détriment de ta santé et de celle de tes collaborateurs. Il y avait aussi la question de la facturation, parce que je ne sais pas, vous savez déjà quoi un avocat, hein, c'est pas grave si c'est le cas, puisqu'on accompagne les dirigeants avant qu'il y ait des difficultés. On peut vous facturer au forfait, il y a beaucoup de facturation à l'heure, et on trouvait qu'il y avait un paradoxe énorme à dire venez nous voir, plus vous venez nous voir, plus on va vous accompagner, plus on va vous accompagner, mieux ça sera pour vous, et puis on va pouvoir sécuriser toutes vos décisions et vous aider à prendre les bonnes décisions. Mais par contre, on va vous facturer à l'heure. Donc plus vous venez nous voir, plus ça va vous coûter cher. Normalement, vous n'allez pas venir beaucoup. Et de ce fait-là, on va pas être très performant, en tout cas pas autant qu'on voudrait l'être. Et il y avait aussi, avec les meilleures intentions du monde, sur la question du travail, on avait vraiment à cœur que le travail, alors chacun sa définition du travail, mais en tout cas que le travail au sein du cabinet soit le plus émancipateur possible, en tout cas facteur de santé. Et on était un peu tombé dans des enjeux de personnes, au lieu de vraiment de se concentrer sur le travail. Et tout ça, mis bout à bout, a fait qu'on est rentré dans l'EFC comme ça. Alors tout ça, on l'a vu, tu dis, vous avez vu, on ne s'en rendait pas compte. C'est parce que toi et Athémis, vous nous avez ouvert les yeux là-dessus. C'est hyper important sur révéler déjà là, parce qu'on ne jette pas tout à la poubelle. Et parfois, ça fait du bien. On parlait de positivisme à prendre, enfin en tout cas de bonnes énergies à prendre. Quand on vous dit, attention, il n'y a pas zéro, vous faites ça c'est déjà bien, ça c'est déjà bien. Du coup, vous partez en disant, ok, il y a déjà des choses sur lesquelles on peut capitaliser. Et après, effectivement, il y a des choses à retravailler.
Et on a appris à questionner le travail. On a beaucoup travaillé. Ça a été je pense que chacun a sa porte d'entrée. La porte d'entrée, elle a été par l'organisation du travail avec les collaborateurs. Comment on questionne le travail, comment on apprend à voir le travail de l'autre une fois qu'on l'a vu, comment on voit la différence entre ce qu'on demande de faire à quelqu'un ou ce qu'on décide qu'on fait ensemble et puis ce qui est réellement fait, qu'est-ce qu'on en fait de cette différence, comment on interroge cette différence. Et effectivement, on en est venu à redéfinir une organisation de travail basée sur ce que chacun faisait et le véritable travail, sans devoir interpréter pourquoi elle a fait ça ou pourquoi un tel fait ça. Ça professionnalise, en fait, tout simplement. Voilà. J'ai oublié du coup aussi de dire dans les résultats sur ces enjeux de personnes qu'il y a un licenciement qui a été évité, du coup, à travers aussi cette distinction entre vouloir vraiment développer la santé au travail et puis on traite ça en essayant de discuter des enjeux de personnes, comment tu te sens, etc., sans jamais parler de l'activité de travail en réel. Un peu la logique de coach personnel, etc., qui peut être aussi intéressante, mais du coup qui fait passer à côté d'un enjeu très très important, qui est, surtout si l'enjeu c'est que le travail permet de développer la santé, point de départ c'est du coup, parlons du travail. Donc c'est bravo d'avoir, vous êtes emparé de cette façon de voir les choses. Monsieur Duterre qui est très content de... on va faire des amoureux, je pense, ce soir dans les universités été. Un grand merci Marion pour ce témoignage. Je me rends compte qu'il y a un intervenant peut-être qui ne veut pas venir, parce que je pensais l'avoir appelé, qui est Benjamin Degvovilliers. Benjamin, c'est à toi maintenant qu'on peut l'applaudir du coup. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a une chaise qui était là. C'est trop à ma droite, du coup, j'ai pas vu. C'est vrai, c'est vrai. Alors, Benjamin, il a un parcours un peu particulier. Benjamin est dirigeant associé de l'entreprise Les Fabricants, avant qu'il s'appelait Passive Records, et également fondateur d'une brasserie, qui d'ailleurs, vous aurez l'opportunité de pouvoir goûter une bière brassée par un adhérent engagé dans l'économie et la fonctionnalité de la coopération. Vous verrez, elle a un goût un peu meilleur. Et il est également administrateur du Club Noé. Donc l'entreprise des fabricants, c'est une entreprise qui est une entreprise d'incubateur de projets digitaux. Vous avez été créé en 2011. Tu as un associé, du coup, Nicolas, qui t'a rejoint en 2013. Vous êtes aujourd'hui à peu près une vingtaine de salariés. Et 2 personnes qui travaillent dans la brasserie. Alors tu as une trajectoire, une rencontre avec l'économie de la fonctionnalité un peu particulière, puisqu'en fait c'est avant tout une trajectoire qui part de notre amitié, en fait, puisqu'on se connaît dans un cadre qui n'a rien à voir avec le travail, on fait la musique ensemble. Et puis en discutant un petit peu sur nos travails respectifs, commence à être intéressé par le sujet d'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Et j'insiste beaucoup sur cette entrée en trajectoire parce que du coup, Ben a commencé à expérimenter l'économie de la fonctionnalité en écoutant Julien Dacosta, qui est dirigeant d'une imprimerie, donc une activité totalement différente, et a commencé du coup à appliquer les 2-3 transformations qu'expliquait Julien Dacosta dans une plénière du Club Noé. Donc voilà un acteur aussi qui n'est pas passé par un engagement d'un an de parcours, etc., demi-journée, qui allait franco de porte comme ça, et qui a du coup d'ailleurs eu beaucoup de très beaux résultats, mais du coup les premières limites quand même assez évidentes qui sont apparues lorsque tu as commencé à expérimenter l'économie à fonctionnalité, c'est notamment, encore une fois, toujours la même question, difficulté à valoriser autre chose qu'un produit fini, qui pourrait être une appli, un site ou une heure de maintenance. C'est toujours la même problématique, à chaque fois de résumer la valeur à une marchandise. Ce qui crée du coup un certain nombre de tensions économiques et de tensions sur les équipes. C'est bizarre comme on entend quand même souvent le même récit des limites. Un problème aussi dans les enjeux de coopération, qui, là où, pareil, un élément qui était déjà très important, très intégré, en tout cas dans la volonté des associés de développer ça dans la structure, et puis du coup une prise de conscience que la coopération, c'est pas une question morale. En fait, c'est même pas une question... d'achat
pas le monopole de la réflexion stratégique. Les collaborateurs, c'est très important, qui se préoccupent de ces questions de stratégie, de modèle économique, parce que c'est dans leur travail en général qu'on trouve les solutions EFC. Et puis, du coup, tu développes, avec l'économie à fonctionnalité, de nouvelles activités. On était avant-hier en intervention avec Banque Communication, on verra après, chez HD Automatisme, qui est un autre adhérent, avec Sandro de Gasparo, qui est chercheur ergonome. Tout ça pour pouvoir monter ensemble un dispositif d'accompagnement. Je ne pense pas que tu travaillais avec un psychologue du travail, ni forcément avec une agence de com, ou en tout cas ponctuellement comme ça auparavant. Donc un périmètre d'activité qui s'élargit largement. Et puis, grosso modo, depuis qu'on travaille ensemble, l'économie de la fonctionnalité a apporté plus de pérennité économique pour la structure. Qu'est-ce que tu penses de ce récit ? Merci Simon pour tout ça. C'est assez objectif quand même, pas si subjectif que ça. L'histoire, elle est un peu à un moment donné où justement on travaille, on s'investit dans ce qu'on a envie de produire pour nos clients. On a quelque chose de très personnel en voulant absolument réussir, mais en sachant pas forcément le valoriser, et avec une année économiquement catastrophique, très négative, où on se dit qu'il faut qu'on fasse quelque chose avec Nicolas. C'est effectivement à ce moment-là que je viens à une plénière et que le modèle de Julien, avec ses cartes de visite, j'espère qu'il aura l'occasion de vous en parler parce qu'il est assez intéressant, en tout cas dans la philosophie, me parle, et je me dis comment est-ce que je pourrais transformer ça dans mon activité. Et ça commence par les contrats de maintenance, où on se dit, en fait, au lieu de vendre des contrats de maintenance à X heures par mois, peut-être qu'on pourrait essayer de valoriser les heures qui ne sont pas faites. Ça veut dire que probablement, si elles ne sont pas faites, c'est qu'on est plus efficace. Mais comment est-ce qu'on fait pour que ça bénéficie à la fois à l'entreprise et aux clients? Et donc le modèle de la carte de visite, où on n'imprime que le juste nécessaire, on l'applique à nos heures et on fait les bénéfices de cette économie. Donc ça, c'est le premier pied qu'on met dans l'EFC. Et puis, on se dit aussi que tout ce qu'on fait, toute l'énergie qu'on met, tout ce que nos collaborateurs font et qui ne sont pas de juste développer et de produire des lignes de code, n'est pas valorisé, qu'il faut qu'on trouve un moyen de le révéler. Et c'est là que toute la théorie de l'EFC nous permet de mettre des mots sur des choses et puis essayer de commencer à avoir un tas d'arguments pour révéler tout ça. Et du coup, on met en place tout un tas d'outils dans l'entreprise pour qu'au quotidien, chaque collaborateur prenne conscience qu'il ne fait pas juste que de chier des lignes de code, pour être vulgaire, mais que il a un impact à la fois sur ce qu'il apprend chez le client, sur la connaissance du métier du client, sur tout ce qu'il va pouvoir mettre en œuvre comme soft skills aussi autour de son métier pour la coopération, la compréhension. Voilà. Donc il y a tout un tas de choses comme ça qu'on arrive ensuite maintenant, très bien même, à révéler et du coup à mettre sous le nez du client pour dire voilà, ce n'est pas que du code, on ne produit pas que des lignes. Et du coup, on pousse encore le sujet sur notre modèle du coup d'échange, notre modèle de facturation, où, du coup, pour ne plus faire de devis, on a arrêté il y a 2 ans de faire des devis, donc le client n'a pas un chiffre sur lequel il s'engage et sur lequel il signe, et puis du coup, nous non plus. On travaille et puis on lui fait le devis sur le travail réel. Et donc du coup, à chaque fin de mois, il a le réel de ce qu'on a vraiment fait, puis c'est un lieu de discussion, ça reste un devis. Mais au moins, ce qu'on a dû mobiliser, c'est ça, pour atteindre des objectifs. Et dedans, on y ajoute tout ce qu'on a révélé comme élément de valeur supplémentaire. Donc voilà, on est arrivé là aujourd'hui. Il y a encore probablement plein de choses à faire, du chemin à parcourir là-dessus. Et ce que je trouve très intéressant aussi avec l'EFC, c'est cette idée que on parle là beaucoup de décroissance ou d'effondrement. En fait, du coup, le mot croissance redevient quelque chose d'envisageable, puisqu'on parle d'une croissance immatérielle, et du coup, ça devient
intéressant, on va dire, économiquement, de se dire, bon, il y a quand même d'autres alternatives, on n'est pas obligé de tous redevenir Cro-Magnon. Alors peut-être que sur les aspects d'enjeux matériels, on va faire des efforts, mais du coup, comment on va valoriser ça autrement? Voilà, ça donne un espoir assez intéressant, je trouve aussi ce prisme-là me plaît beaucoup. Parfait, bravo. Céline, on va passer à ton récit. Alors Céline est dirigeante associée de Banque Communication. Elle est membre du Centre des jeunes dirigeants, la section notamment Côte d'Opale, membre du Club Noé et également accompagnatrice du Club Noé et même largement à mes côtés pour animer le Club Noé Côte d'Opale, animer un écosystème territorialisé, on y reviendra dans d'autres conférences, mais si vous n'avez pas les acteurs du territoire qui sont régulièrement là à vos côtés et prennent en charge cette logique d'accompagnement, c'est très 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 compliqué à mettre en place. Et donc du coup, Banque Communication est une agence de communication, que c'est original, située à Calais. Tu rentres dans une trajectoire économie de la fonctionnalité avec Marion, dans le même parcours porté par le Centre des jeunes dirigeants, Réseau Alliance, Athémis et le Conseil régional, en 2017. Et toi, après, tu ne continues pas dans le parcours manager, mais dans le parcours commerciaux, justement pour poser la fameuse question de comment on contractualise, comment on valorise ces effets utiles qui sont immatériels. Et du coup, comment ça déplace totalement le métier de commerciaux. Atelier, petit teasing pour l'atelier de demain aussi au passage. L'analyse, du coup, à chaque fois, à travers le prisme de l'EFC, de ton modèle, montre que l'épuisement professionnel que vous commencez toutes les deux, du coup, tu as associé avec Vanessa dans Banque Communication, vous sentez voilà, des indices assez forts d'un épuisement, quelque chose qui ne va pas. Et du coup, l'EFC montre que cet épuisement-là, il ne tombe pas du ciel. Et que c'est bien une question en fait, de modèle économique. Là encore une fois, tant que le travail de Banque Communication est simplement valorisé à travers la facturation d'un site ou d'une plaquette, alors qu'il y a énormément d'accompagnement, et je le sais pour travailler aussi avec Banque Communication, il y a énormément d'accompagnement immatériel derrière. Voilà, tout ça ne peut pas être encore une fois valorisé, reconnu, surtout reconnu. Aussi une limite environnementale, puisque justement lorsque tu organises des événements, par exemple, qu'il faut imprimer un certain nombre de plaquettes, le modèle économique d'une agence traditionnelle de communication, c'est qu'elle va prendre une marge sur le nombre de flyers, par exemple, distribués. Donc, a intérêt à ce qu'il y ait plein de flyers qui soient distribués. Logique de volume aussi. Et là, du coup, une grande question que pose l'EFC, un peu embêtante pour une agence de communication, si le but du jeu de la communication, c'est pas de vendre plus, en fait, ça sert à quoi la communication ? Lorsqu'on est dans une entreprise dans le B2B, forcément. C'est une vacherie que je me suis permis. Avec l'EFC, du coup, tu mets en place une nouvelle offre, assez rapidement, pendant le parcours, avec vraiment, encore une fois, cette logique, grande transformation. La première grande transformation, c'est qu'on arrête, entre guillemets, justement d'avoir une offre, en réalité, c'est on va co-construire la demande. Et la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va valoriser ce travail-là de co-construction de la demande. Ça vaut. Vous me demandez une chaudière, vous n'avez pas du tout besoin d'une chaudière. Ce que vous avez besoin, c'est de vous chauffer. Et pour bien vous chauffer, sans vous ruiner, il faut qu'on regarde un petit peu ensemble, il faut qu'on passe du temps ensemble, il faut qu'on se mette d'accord, il faut que j'explique tout le travail que ça demande, et puis ensuite, on pourra discuter du prix. Preuve qu'on peut aussi... alors avec l'EFC, tu as réussi à monter une coopération très très forte avec d'autres structures qui sont dans la sphère, entre guillemets, de la communication, notamment dans le numérique avec Cogité, et Flexing qui est dans l'imprimerie. Et vous avez réussi l'exploit. Vous avez donné la preuve qu'on peut remporter un appel d'offres sans y répondre. Il avait déjà été donné cette preuve par Fabien Prouveau, un architecte avec qui on travaille, que vous verrez pendant également les universités d'été. Mais pour ceux qui se posent des questions sur la commande publique et la compatibilité avec les nouveaux modèles économiques, vous avez la réponse, il ne faut pas y répondre. Participation énorme aussi sur le déploiement de l'EFC territorial sur la Côte d'Opale, qui est vraiment un territoire qui bouge beaucoup. Et pareil aussi, un élargissement du périmètre d'activité, où là, ce que je disais qui était vrai pour Ben, où on était avant-hier en train de travailler sur les questions de modèle économique, et où les enjeux de communication
on peut les penser totalement différemment et on a énormément besoin de communication lorsqu'on doit transformer le modèle économique. C'est juste qu'on ne sert pas de la communication pour vendre plus. C'est d'autres enjeux qui sont mis au travail. Tu as réussi à mettre en place l'effet ciseau, le fameux effet ciseau qui est un des grands objectifs de l'EFC, c'est-à-dire comment on fait pour développer de la croissance, avoir la croissance, sans consommer plus de matières premières. Là, le chiffre de banque de communication d'affaires a augmenté, sans vendre plus de plaquettes, de sites internet, etc., etc. Il y a un effet ciseau, il y a une décorrélation entre les deux. Et tu n'as pas perdu de chiffre d'affaires, au contraire, ou de marge derrière, ça ne s'est pas fait en se tirant une balle dans le pied. Plutôt des meilleures conditions de travail, où justement, l'un des premiers témoignages qu'on t'avait fait faire, c'était où tu disais maintenant, pour le même chiffre d'affaires, je ne suis plus épuisé et j'ai retrouvé du sens à mon travail. Qu'est-ce que tu penses de ce récit ? Merci. Tu as déjà dit énormément de choses. Peut-être revenir sur quand on parle de la coopération, c'est qu'en déplaçant notre métier ou en le replaçant au bon endroit dans la chaîne graphique ou dans la chaîne digitale, c'est-à-dire qu'on s'est replacé sur notre cœur de métier qui est le conseil, l'accompagnement, le pilotage, et en laissant faire les professionnels leur travail d'imprimerie, de développement web, etc. Du coup, l'importance de trouver non pas des sous-traitants, mais des personnes avec qui coopérer devient primordiale, puisque je leur confie mes clients, je leur confie mes projets. On doit avoir une confiance énorme entre nous, avoir vraiment conscience du travail des uns et des autres pour pouvoir produire le travail adéquat. C'est-à-dire que l'économie, par exemple, d'impression que je vais faire à mes clients, il ne faut pas que derrière j'ai un imprimeur. Bon, on va revenir sur Julien toujours, mais j'ai la chance d'avoir un imprimeur qui peut permettre de faire ça. Mais je ne peux pas avoir, en tout cas, derrière des sous-traitants qui scient le travail réalisé en amont avec les clients. Donc, le travail et quand tu dis que c'est du travail, c'est même avec des gens qui sont investis ici. Et j'ai aussi des sous-traitants qui ne connaissaient rien à l'économie de la fonctionnalité, mais je suis obligée de les emmener, en tout cas, dans un nouveau raisonnement pour pouvoir avoir une réponse cohérente au niveau, vers nos clients du début à la fin sur les projets. Je me permets juste de rectifier, ce n'est pas qu'une question de chance d'avoir un imprimeur qui a renversé son modèle économique. C'est qu'il a aussi, s'il a renversé son modèle économique, c'est qu'il a pu avoir aussi un terrain de jeu avec une agence de communication pour penser les choses aussi différemment. On est très chiant, nous, les accompagnateurs EFC, parce qu'à chaque fois, pour chaque mot, on les embête. Ils n'ont plus le droit de dire naturel, par exemple. Donc à chaque fois qu'il y a le mot naturel qui sort, ben voilà, avec certains, on se regarde. Très bien. Et du coup, concernant l'enjeu santé au travail, tu as senti une vraie rupture du coup en termes de qualité de vie au travail, en termes de perspective pour toi aussi dans ton travail avec l'économie à fonctionnalité et la coopération ? Oui, complètement. Au moment où on a croisé le Club Noé, c'était vraiment le bon moment, parce que je pense qu'on aurait arrêté. On était dans une course au volume de dingue, des prix toujours plus bas, tirés toujours plus vers le bas, des délais toujours plus courts. On a eu des clients qui ont comparé nos prix avec Vistaprint. Donc ça, c'est des déclics qui se disent il y a un problème, il y a un problème dans le système. Le web a apporté énormément d'outils un peu concurrentiels aux agences de com. Finalement, avec le do it yourself, tu peux faire bientôt ton site internet, ou tu peux déjà faire un site internet de base tout seul, tu peux imprimer tes cartes tout seul, etc. Et comme on avait la tête dans le guidon, il fallait bien nourrir tout le monde. On s'est pas rendu compte en fait qu'on faisait cette course tout le temps au volume, au délai. Et quand on a entendu parler de l'économie de la fonctionnalité, des nouvelles manières de réfléchir à notre modèle, ça a été un déclic qui nous a fait un bien fou. Du coup, on a retrouvé plaisir. Vraiment, on a embauché des collaborateurs qui sont venus exprès pour cette démarche-là, et les clients de la même manière. Oui. Autre résultat que je peux d'ailleurs tous vous approprier, qui est important. Christian Luther parlait de l'importance du monde de la recherche. Et en fait, vous avez tous largement contribué à cette question de la recherche des nouveaux modèles économiques. Plus ou moins sans le savoir, je pense, mais la question de comment rendre davantage accessible telle notion, comment on peut expérimenter cette fameuse valorisation des ressources immatérielles, des effets utiles. On n'est jamais arrivé avec une méthode, un process pour vous faire entrer dans l'économie à fonctionnalité. On vous a un peu présenté un prisme, encore une fois, de lecture, et puis les chercheurs, du coup, vous avez cherché, et vous avez tous
eu des trouvailles assez extraordinaires qui nous ont énormément aidés dans le fait de rendre plus accessible et appropriable l'économie, la fonctionnalité de la coopération. Ce serait intéressant de faire des comparaisons de plénières de 2012-2013 d'explication de l'économie, la fonctionnalité et la coopération avec aujourd'hui. Donc c'est encore un beau résultat, je pense, qu'on peut mettre à votre crédit. Dernière mise en récit avec cette ma subjectivité, avec l'obélix de l'économie, la fonctionnalité de la coopération. Un autre, Dominique. C'est pas moi qui le dis, c'est le surnom apparemment que Christian Dutertre t'a donné. Et c'est vrai, mais à partir du moment où je suis la personne la plus enrobée de la pièce, c'est pas la peine d'insister. Autant pour moi. Je suis un c'est vrai que c'est moi qui l'ai dit. Enfin, c'est Christian qui l'a dit, mais bon. Bref, trêve de plaisanterie. C'est ma père, il m'a bien éduqué, mais j'ai mal tourné, comme on dit chez moi. Donc avant d'entrer dans l'écosystème EFC, tu pilotes un jardin de cocagne d'un peu plus d'1 hectare, le plus petit de France à l'époque, qui livre 70 paniers par semaine à ses abonnés, et avec une volonté au début de satisfaire des gens qui attendaient un autre mode de consommation, une autre formule de consommation beaucoup plus vertueuse. Et de ce fait, en ouvrant davantage le système de distribution à la coopération, en amplifiant également les situations amplifié les situations de travail pour les personnes en insertion des jardins de cocagne. Le fait de dire, tiens, voilà, il y a des gens qui veulent consommer mieux en termes d'alimentation. C'est un super levier aussi pour donner des activités de travail qui ont du sens aux personnes en insertion. Et arrive un événement exogène en 2008, loin d'être anodin, qui est la crise de subprimes, et qui se transforme très très vite, du coup une crise financière qui se transforme en crise économique et qui a un impact particulièrement important dans les ménages modestes et donc du coup auprès des personnes qui sont en situation d'insertion dans vos structures. Et tu constates un paradoxe assez important, c'est que les personnes qui sont en train de produire de l'alimentation viennent sur leur lieu de travail sans manger à cause de cette crise économique. Tu creuses l'affaire et tu te rends compte également que c'est les difficultés, quelque part, à bien manger, à se nourrir bien, elle n'est pas simplement due à une question de moyens financiers, elle est aussi due à un manque de savoir-faire, de connaissances, notamment pour pouvoir cuisiner les produits que vous cultivez. Et donc à partir de là, tu décides de lancer un programme de formation pour accompagner les mangeurs vers un bien vivre alimentaire et de coupler tout ça, finalement, la production de biens avec un ensemble de services et d'activités. Tu tires le fil et de l'économie à fonctionnalité que tu ne connaissais toujours pas d'ailleurs encore à l'époque, et tu montes un espace de coopération entre les mangeurs, les producteurs agricoles, les transformateurs, les collectivités. Donc cet espace de coopération s'institutionnalise ou se structure autour d'un pôle territorial de coopération économique, un PTCE. Et l'objectif de ce PTCE, c'est de co-construire ensemble des solutions, des services qui permettent de développer le bien-vivre alimentaire sur le territoire. Et c'est là que tu te rends compte que l'EFC correspond à des intuitions que tu as depuis longtemps, et de situer dans une doctrine économique affirmée qui te permet aussi de beaucoup mieux peut-être aussi valoriser tout le travail, tout ce qui avait été déjà fait avec d'autres mots. Et tu déploies cette dynamique un peu de bien vivre alimentaire et de structuration de la coopération sur un autre territoire qui est le bassin minier, et qui s'incarne dans ce que vous appelez un écopole alimentaire, où là encore, les mangeurs, les producteurs agricoles, les transformateurs, distributeurs, collectivités, mais aussi des bailleurs sociaux, des commerçants locaux. En fait, ça ne s'arrête, on ne sait pas où est-ce qu'on peut s'arrêter finalement dans cette affaire. Résultat de tout ça, très très factuel, 90 emplois créés, 15 hectares de culture en maraîchage avec l'aide de 15 producteurs. Tu me disais que vous avez passé maintenant à 20 hectares, donc on n'est plus sur le plus petit jardin de cocagne. Développement aussi beaucoup de nouveaux modes de distribution des paniers, jusqu'au 8 à 8 du coin de Los Angeles, qui propose du vrac. Le café de la place de Los Angeles, donc qui est situé dans le bassin minier, est transformé en une place à vivre, une sorte de tiers-lieu nourricier, souvent pris en référence d'ailleurs après seulement 2 ans d'activité. C'est quelque chose encore de très neuf, mais qui est remarquable.
une création monétaire ou un marqueur de l'engagement. Tu voulais pas que je parle de monnaie locale, et je le comprends aussi. Mais voilà, donc il y a un marqueur monétaire qui permet de valoriser l'engagement de l'ensemble des acteurs, des habitants qui travaillent dans ce PTCE et essayent du coup de faire eux aussi bouger les modes de production et de consommation. Et puis, tu as une autre casquette, tu es également président des Jardins de Cocagne, donc cette logique-là de coopération entre plusieurs acteurs de l'alimentation, mais pas que, tu essayes de le déployer un peu partout en France. Voilà, quel regard tu portes sur cette mise en récit? Alors, merci Simon. Enfin, déjà, le regard que je porte, c'est surtout de bien expliquer que quand on explique un peu les choses comme ça, on n'a pas de temps assez faible, on ne voit pas toute la mesure du temps qu'il faut pour mettre en place tout ça. C'est un travail long et persévérant d'assemblage de pièces. Je ne sais pas si c'est pour vous, ça se passe comme ça, mais en tout cas, nous, sur nos sujets, c'est comme ça que ça s'est passé. Et non seulement c'est un long et persévérant, longue et persévérante collecte de pièces, mais ces pièces ne viennent pas d'une espèce d'idéalisation des sujets qu'on essaierait de rendre tout propre, tout beau. C'est souvent dans les milieux de l'économie solidaire ce qui nous guette, comme méchante tentation. C'est quand j'aurai tout bien conçu, je me mettrai au travail, je me mettrai à l'action, etc. Nous, on est plutôt des actionneurs, comme le CERD nous a qualifié un jour. On aimait bien ce mot actionneur. En fait, en gros, c'est des situations incrémentales, enfin du quotidien, pour ne pas prendre de termes trop... qui nous ont amenés effectivement à des innovations incrémentales, à partir du terrain, à partir du réel, le recul qu'on a pris sur cela, et à partir de ce recul, ce qu'on essaye d'édifier comme étant des piliers ou des invariants sur lesquels nous on souhaite effectivement créer une démocratie sociétale, c'est-à-dire des acteurs agissants, force de proposition et de réponse concrète aux grandes fonctionnalités de la vie. En l'occurrence, nous on s'occupe effectivement beaucoup de bien-vivre alimentaire, mais aussi d'écologie et des aménités qu'on peut avoir aussi de cette écologie, partant du principe d'une conviction de départ, elle-même aussi éprouvée, que ce sont les gens les plus pauvres qui ont le plus besoin d'écologie. Et ça renvoie à ce débat qu'on a eu il y a 2 ans, enfin oui c'est ça, 1 an et demi, 2 ans, fin de mois, fin du monde. Bon, moi ma carrière c'est d'avoir toujours marié l'écologie et le social, et voilà qu'on découvre qu'il y a peut-être une alliance à faire entre l'écologie et le social. Non, on le sait, je veux dire les factures qu'on ne sait pas payer parce que les logements sont des passoires, enfin vous voyez bien tous ces exemples, montre bien à quel point, effectivement, les gens qui sont le plus en situation de précarité, c'est l'écologie, quelque part, qui va apporter sa part de solution à leurs problèmes. Et puis que, bon, voilà, c'est un bad trip que de voir qu'on oppose un peu les deux. Mais bon, c'est comme ça, on est là pour travailler un peu les choses. Donc tout ça vient, effectivement, de situations du terrain. Je vais vous donner quand même 2 exemples que tu as un peu cités, mais pour mieux les situer encore, si je peux me permettre. Nous étions le plus petit jardin de cocagne de France, c'est ce que tu as dit. Ça veut dire qu'on pouvait satisfaire 70 foyers. On avait une liste d'attente de 150 foyers, le double de ce qu'on était capable de satisfaire. Dans ces cas-là, il se passe 2 choses. La première, c'est que les gens en ont marre d'attendre. Donc, le truc plutôt sympa sur lequel ils se disent « Ah, c'est intéressant, il y a une liste d'attente, ça doit être bien ». Au bout d'un moment, on est quand même les branquignoles qui ne savent pas donner les paniers. Donc, déjà, vous, en tant qu'entrepreneur, c'est une situation un peu embêtante parce que ça finit par devenir une contre-publicité. Et puis, malgré tout, voilà des gens qui, sur la Côte d'Opale, en l'occurrence, veulent souscrire à une forme de consommation vertueuse. On n'était pas tant que ça dans ces histoires de circuits courts, systèmes alimentaires territoriaux. Et benoîtement, on est allé voir d'autres producteurs en disant, au fond, est-ce qu'on s'en fout pas un petit peu que ça vient du seul jardin de cocagne, mais d'une communauté de producteurs locaux qui fait les mêmes légumes que nous? En plus, nous, on se casse la nénette à essayer de produire des légumes sur une terre qui ne peut pas produire tous les légumes, alors que ceux qui seront un peu plus sur des terres sableuses pourront créer des effets de complémentation utiles. Donc tout le bon sens, vous voyez, a commencé petit à petit à émerger, pour en fin de compte arriver à ce que, sur notre mission essentielle de jardin de cocagne, qui est d'insérer des gens peu ou pas qualifiés et de leur redonner effectivement la possibilité de revenir dans l'économie, et bien que du coup, ça crée des situations en augmentant les volumes d'activité qui permettent d'insérer plus de gens sur des métiers plus différents,
Du coup, effectivement, ces petites préparations de panier qu'on faisait pour 70 foyers, il a fallu un peu les organiser, les professionnaliser. Pareil pour les livraisons, et que tout ça allait plutôt dans le bon sens. Vous voyez comment, d'une situation très du quotidien, si j'ose dire, avec ses doutes et ses envies quand même de bien faire, on arrive petit à petit, par phénomène de prise de recul, à créer quelque chose de consistant. Et l'autre histoire, c'était effectivement la crise des subprimes, où là encore, avec nos gros sabots, on se dit, ben, les gens, vous avez faim, c'est con, servez-vous, même si c'est pas dans l'habitude de confondre le lieu de production et le lieu de consommation, pour le coup. Sinon après, voilà, enfin, arriver dans l'entreprise, les gens ils font à peu près la même chose, ils vous sortent une voiture, hein, c'est par petites pièces de Renault pour vous faire, c'est ce que le monde ouvrier a fait, enfin on a tous fait dans le monde ouvrier, hein, c'est de détourner ça, même l'art de la perruque, hein, c'est de détourner l'outil du patron pour arriver à créer des choses chez soi, et d'ailleurs qu'on offre aux autres en règle générale. Bon. Bref, donc c'est même pas pour l'idée de faire des petits enrichissements personnels. Donc en fait ce qui s'est passé, je reviens à mon histoire, c'est que on dit servez-vous, les gens ne se servaient pas, on se dit c'est parce qu'ils ne savent pas cuisiner les légumes, en faire des soupes, etc. Ils ne les buvaient pas. Et on se dit le mal-vivre alimentaire est quelque chose d'un petit peu plus compliqué psychologiquement, qui renvoie en fait au mal-vivre, comment je me situe dans une situation professionnelle que je ne connais pas, sur lesquelles mes proches ne sont jamais allés, sur lesquelles je n'ose pas me risquer. Donc on a compris ce que les diététiciens ne pouvaient pas comprendre, eux, c'était une question de peur et de rejet de la nouveauté qui faisait le blocage. Et qu'à partir du moment où vous vous apercevez de ça, votre façon d'avoir une réponse économique, au sens large du terme, une réponse servicielle, prend une toute autre direction que je n'ai pas le temps de vous raconter. Voilà. Alors, quelques années plus tard, c'est quoi ces 4 piliers qui font un peu les fondements de ce que nous, on appelle les écopoles alimentaires? C'est 1. De structurer, alors c'est pour aussi coller au discours de Christian, hein, que je me permets de rappeler ça. 1, d'arriver effectivement à structurer localement une filière qui permet une distribution de produits. Alors avant le Covid, avant l'histoire, vous voyez, quand on faisait les masques avec des soutiens-gorge, dont on coupait les élastiques, on disait oui, 3 jours d'autonomie, Paris a 3 jours d'autonomie alimentaire. Ça n'a jamais été mon argument, mais à partir du moment où vous commencez à avoir une crise qui vous montre que sur d'autres éléments, peut-être que cet argument-là n'est pas si spécieux que ça ou si éculé que ça. Ça vaut le coup, en fait, à un moment donné, à partir de ce qu'on vient de vivre, de se rendre compte que c'est quand même hyper important de relocaliser cette économie-là sur des grandes fonctionnalités de la vie, sur les questions de la santé. Enfin, certains termes ont été, certaines fonctionnalités ont été énumérées pour Christian. Il y a bien évidemment un enjeu de réinvention de comment on fait économie par la relocalisation, c'est-à-dire par le réagencement de tous les acteurs économiques qui peuvent apporter la réponse. Planifier les cultures, planifier ensemble, pas pour une coopérative qui va vous faire des commandes, etc., pour de l'expédition très loin. Comment on fait une gamme, une diversité de production, vous voyez, c'est un autre sujet. Comment on va faire la livraison en diffus, tout ça, c'est encore une autre façon de s'organiser. Un DUT logistique ne nous sert pas à grand-chose dans ces circonstances-là, voyez-vous. Il faut réinventer, j'y reviendrai après, des métiers, etc. Vous voyez, donc la structuration de filière, faire de la conservation, éviter le gaspillage, pour faire en sorte qu'on n'entende pas des acteurs des banques alimentaires de dire que finalement, lutter contre le gaspillage de la grande distribution en nourrissant les pauvres permet de créer des nouveaux puits de carbone. On entend des trucs comme ça quand même aujourd'hui. Hein. C'est quand même un petit peu embêtant. Il n'y a pas que les arbres et les pauvres, imaginez les pauvres voilà, qui font puits de carbone en mangeant des denrées qui créeraient effectivement des trucs de carbone, je ne sais pas tout quoi, parce qu'elles seraient gaspillées. D'autres moyens peut-être de faire, qui est de ne pas produire ces denrées à l'excès. Vous voyez ? Donc une lecture territoriale permettrait d'avoir une planification, sans être dans une planification étatique, quand même beaucoup plus pertinente, plus intéressante, plus en passe à la modernité, et je vous le garantis, vous ne revenez pas, vous n'êtes pas un Cro-Magnon, vous n'allez pas manger que de la viande ou des fruits, vous allez pouvoir effectivement organiser une grande diversité alimentaire, et il est le temps d'organiser tout ça. La deuxième notion, c'est la notion servicielle, c'est-à-dire qu'il est, vu ce qu'on vit aujourd'hui, je pense, important de réenchanter l'intérêt ou de recréer l'intérêt des consommateurs. Si on n'arrive pas à les associer dans la façon dont on répond, s'ils ne sont pas plus complices, tout ce qu'on fait jusqu'ici, et c'est pour ça qu'on est sur les systèmes d'adhésion, les chantiers coopératifs, que sais-je encore, qu'on essaye de trouver des tiers-lieux où justement on fait société sur ces questions, intéresser les mangeurs est crucial. Regardez ce qui s'est passé pendant la crise du Covid, une fois encore. Du jour au lendemain, les gens sont venus nous dévaliser, et du jour au lendemain, ils sont repartis. C'est comme ça que vous construisez une économie? Non, on ne peut pas.
peut pas. Il faut des phénomènes de fidélisation, des phénomènes d'intéressement, des phénomènes qui font que les gens sont participants. D'ailleurs, les AMAP ont très bien compris ça, elles aussi, en essayant de rendre les gens un peu moins sots de la question agricole par ces phénomènes d'associativité qui ont été créés. Du coup, le 1 et le 2, ces activités servicielles et productives d'un nouveau genre, eh bien, nous amènent quand même à considérer des externalités qui nous paraissent importantes. On ne peut pas faire économie, je pense, dans les Hauts-de-France si on ne se penche pas sur la question des gens qui ne peuvent pas prétendre à des hauts niveaux de qualification. Et toute la question pour nous est la suivante, c'est est-ce que notre vocation, nous, d'insertion, c'est de les réinjecter dans une économie qui n'a pas voulu d'eux et qui a des exigences de plus en plus intimidantes, il faut le reconnaître. Quelqu'un a dit tout à l'heure en tribune, un peu la course, etc. C'est vrai, mais quand vous êtes déjà un peu pénalisé par pas de diplôme, etc., ou du manque de travail, vous partez pas gagnant quand même dans l'histoire. Et c'est pas d'avoir fait seulement 2 ans de chantier d'insertion chez nous qui va vous permettre tout de suite de... et puis, est-ce souhaitable? Ma vocation est-elle de renflouer les effectifs d'Amazon? Enfin, vous voyez, c'est des questions quand même qu'il faut quand même qu'on se pose aujourd'hui et qui me paraissent encore plus accrues à cause de cette crise. Crise qui est une semence pour moi des prochaines crises qui seront, à mon avis, beaucoup plus fortes. Donc, l'enjeu pour nous, c'est de voir comment tout ça fait émerger des nouveaux emplois, des nouvelles activités, les activités de la transition, et celles-là même qui ont pensé que, de la même façon qu'il y a des éboueurs, ah tiens, on s'en souvient, eh ben, il y a aussi des gens qui, dans les champs, peuvent peut-être, sans forcément que ce soit la jungle humaine pour eux, qu'ils y passent, qu'ils y perdent leur vie, de faire en sorte qu'on arrive à trouver une nouvelle façon de travailler, de cultiver, de produire, et d'arriver effectivement à produire des biens et des services utiles aux gens, qui donnent toute la densité, toute l'espérance de pouvoir en être à des personnes exclues, d'être enfin utiles au monde et pas simplement de chercher à vivre, survivre en essayant de grappiller 100 € par-ci, par un contrat ou je ne sais quoi, etc. Et le 1, le 2, le 3, évidemment, pour nous, c'était essentiel qu'on le situe dans une doctrine. C'est le côté Obélix à qui on donne encore de la potion quand même, parce qu'on a appris. C'était un peu particulier. Normalement, j'aurais pas dû avoir de potion, mais Christian Dutertre et sa clique, dans sa grande mensuétude, m'a permis d'être formé à l'EFC et de boire quand même la potion. De faire en sorte, effectivement, que tout ça s'enracine dans une doctrine qui soit robuste, une doctrine qui donne lieu, sans faire de politique, quand même, à être un petit peu politique, à ne pas être des nains politiques dans ce qu'on fait dans les territoires. Parce qu'on l'a constaté, coup de semonce, moi je prends le Covid vraiment au sérieux, enfin cette histoire du Covid au sérieux par rapport à ce que ça interagit sur nous. Certes, on parle d'effondrement, mais il y a aussi, au cœur des effondrements, des choses qui se lézardent, des petits effritements dans l'effondrement. Vous voyez, l'absence des politiques territoriales pendant 1 an et demi, c'est lourd, c'est pesant. Et c'est pourtant ce qui se passe. Quand on veut construire de nouveaux modèles économiques pour des grandes fonctionnalités sans les pouvoirs politiques locaux, c'est gênant. C'est très embêtant. Quand vous, dans votre action sociale, vous accueillez les gens de façon inconditionnelle, d'ailleurs les EVS, les espaces de vie sociaux, les centres sociaux, n'ont pas l'obligation du pass sanitaire, parce que la CAF a veillé à ces piou-piou, et tant mieux, pour faire... Quand vous avez un tiers-lieu qui accueille des gens impécunieux, etc., du jour au lendemain, cette question de dire il faut maintenant un pass, c'est très embêtant. Vous voyez, ça crée des fractures. Ça crée des... Vous savez, nous, les gens avec lesquels on a travaillé, on parle de syndrome des cabanes. Vous savez, avec ces histoires de confinement, les gens qui ne sont pas encore revenus, etc. Il y a beaucoup de gens qu'on n'a pas revus. On les sonne, ça ne répond pas toujours. Enfin, il faut se rendre compte que là, il y a eu quelque chose aussi d'extrêmement important qui s'est passé. Et d'arriver après ça, de dire, bon, maintenant, il faut venir, mais il faut venir avec un pass, etc. Tout ça n'est pas source... Vous voyez, d'une envie, d'une sortie de la cabane pour arriver à faire en sorte que... Voilà. Donc, pourquoi je vous dis tout ça? C'est pas pour rabattre la joie. J'aurais pu prendre encore d'autres petits effondrements. Celui d'imaginer de faire de l'écologie par voie de chantage, d'intimidation, etc. Moi, j'en ai pas envie. C'est pas ma vocation. C'est d'ailleurs une grande question qui me déboussole en ce moment. C'est demain, les questions écologiques, les adversités prochaines, est-ce qu'on va les régler comme on les règle aujourd'hui? Bon, plus que jamais, mon discours, effectivement, d'espoir, c'est de vous redire... oui, il est plus que temps aujourd'hui qu'on réinvente ces systèmes territoriaux, mais sur tous les sujets, un maximum de sujets. Comment créer des associativités, des coopérations avec une catégorie, des acteurs qui vont être beaucoup plus prompts à trouver des solutions que les grandes machines étatiques vont permettre de trouver. Les ressources, la pénurie sur la ressource, ça continue. Je vous parlais des bretelles de soutien-gorge pour fabriquer des masques. C'est ce qu'on a fait, des slips, tout ça. Bon.
Si, on a fait ça quand même. Il faut juste se souvenir, hein, c'était la guerre, économie de guerre, on s'est retrouvé comme à la guerre. Hein. Heureusement qu'il n'y avait pas forcément obligation de faire des bas, vous savez, et faire des traits encore que bon, si ça tombe, c'est encore un mois et c'était comme ça. Bon, mais vous voyez, si on veut sortir un petit peu plus de ça, on ne revient pas à l'âge de pierre, mais il faut trouver effectivement des capacités d'agilité territoriale pour tout de suite faire en sorte qu'une autre économie vienne remplacer un peu tout ça, avec cette question d'associer les usagers au plus près, d'avoir des usagers anonymes qui vous boudent, c'est plus intéressant, c'est plus à la mode. Franchement, c'est plus à la mode, il faut qu'on sorte cette espèce de truc, vous voyez, surconsumériste, là, de je suis content, pas content, ma porte ferme mal, il faut que je change ma voiture. Ça, il faut qu'on arrête. Hein, et c'est pas revenir à l'âge de pierre. Hein. Les questions du réemploi, les questions du repair, tout ça. Toutes ces mouvances-là sont particulièrement intéressantes et ce serait dommage que ce soit confisqué dans une approche bobo. Vous voyez, des gens qui s'entendent entre eux sur ces trucs-là, qui se font des clins d'œil. Alors que, effectivement, c'est toujours les personnes auxquelles je pense qui ont besoin de tout ça. Hein. Et bien évidemment, plus que jamais, il est nécessaire, alors j'en profite parce que je n'aurai pas d'autres fenêtres de tir pour vous le dire, j'encourage fortement qu'on parte sur cette question. Questionnez-vous sur qu'est-ce qu'il raconte le père du Tertre avec la démocratie sociétale. Enfin, il en a fait une très belle présentation tout à l'heure, ça n'a jamais été aussi limpide, Christian, mais là, effectivement, je pense... Ben si, petit à petit, ça se qualifiait, ça mature. On parlait de processus lent hein, il y a 10 minutes, enfin 20 minutes peut-être. Bon, je vais arrêter là, mais de dire, là, il y a quelque chose qui est vraiment très intéressant qui se joue. Il ne s'agit pas de faire de la politique, mais je parlais quand même d'une petite mise en ruine, j'espère que ça ne va quand même pas rester comme ça, de la démocratie représentative. La démocratie sociale, plus de son, plus d'image. Il y en a un qui dit les retraites, pendant que j'y suis, je vais vous dire, ça va se passer autrement. Bon, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a même plus le ressort corporatiste, donc cette histoire d'intégrer les nouveaux phénomènes sociétaux. Est-ce que ça va arriver des syndicats? Je ne le pense pas. Par contre, on est plein d'acteurs agissants qui sommes des nains politiques. Et le jour où on s'apercevra qu'on sera un petit peu... Voilà, que notre magma est important et gros, eh ben je pense qu'on pourra faire le poids pour construire de belles choses dont on a besoin. Merci Dominique. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, test, micro, test. Il va falloir que je le donne quand même. Merci beaucoup. Et on termine du coup cette table ronde. On laisse tomber ma subjectivité. On en prend une autre, du coup, celle de Thomas Demoulin. Thomas, je te laisse du coup te présenter. Tu as l'honneur de faire ta propre présentation et puis aussi d'expliquer le travail que l'on mène ensemble avec le Club Nourri. Oui, c'est le plus important. La présence de la poésie peut surprendre, mais en fait... creuser la terre, s'occuper des plus fragiles, habiter, vivre avec la technologie, boire de la bière. J'ai pas vu le rapport, mais on en parlera. Pareil, travailler le bois, habiter. Le droit, c'est la vie quotidienne. Communiquer, c'est ce qu'on fait aussi. Donc, tout le projet d'un livre part d'un pari de Romain de Missy, qui est chercheur à Thémis et qui accompagne de nombreuses entreprises. Il a tout de suite vu le lien, comme je viens de le faire, entre ce que vous faites sur le terrain, vos recherches, vos expérimentations, et la poésie. Parce que vous ouvrez n'importe quelle page de Rimbaud, vous trouverez ce réel-là, le bois, habité. Les poètes sont plutôt des gens très terre-à-terre, en fait, ou terre-à-ciel. On peut, si on veut, gloser un peu, parce qu'il y a cette sensibilité-là, cette attention très, très forte au réel, en essayant d'être le plus désencombré possible de ce qui parfois nous obnubile ou nous fait avoir des préjugés. Donc le travail a été entrepris avec Romain d'enquêter. On a choisi dans les Hauts-de-France 10 dirigeantes, 10 dirigeants, qui sont parfois présents ici. C'est peut-être bien aussi de dire qui ils sont. Donc, si tu as toute la liste en tête, vas-y. Ouais, il faudra me corriger, mais c'est facile de penser à Céline Douchet. Donc, le travail a commencé. Caroline Le Dantec qui dirige Citeo. Julien Dacosta a été cité à de nombreuses reprises. Thierry Delcourt, ici présent, est également partie prenante du projet. Alexandre Ducrot,
le notaire. Nous avons aussi Frédéric Herduin. Alors c'est là maintenant que vous pouvez aider, parce que je pense que je n'ai pas fait les 10. C'est très probable. Didier Dumont. Il y a Didier Dumont, effectivement, aussi, ouais, de Dumont Énergie. Voilà. Parce que il faut raconter vos trajectoires, il faut raconter votre subjectivité. Je pense que c'est important si vraiment on a envie que culturellement, collectivement, socialement, il y ait une plus grande appropriation de ce qui se fait dans l'EFC. Il faut retravailler de vos expériences, depuis vos expériences, voir quel imaginaire vous trimballez, qu'est-ce qu'il y a dans vos têtes, qu'est-ce qui fait votre motivation, vos passions, c'est aussi un mot qu'on a pu utiliser lors des entretiens. Comment ça se construit, comment ça s'agence. Et je pense que ces nouvelles approches du travail sont extrêmement fécondes et on en a besoin parce que ce réel qu'on trouve dans les livres de poésie, aujourd'hui, il est largement invisible. C'est un mot que j'ai souvent entendu. Et donc cet invisible-là, il faut le faire ressortir. Et je pense que oui, l'enjeu est très beau et il est même urgent. Même si on est sur un travail long, malheureusement, il y a aussi en même temps urgence à faire apparaître ça. Le travail, quand vous regardez autour de vous, dans les séries, dans les films, dans la littérature standard, un peu mainstream, le travail, c'est un peu un angle mort, on n'en parle pas. Dans les séries, tout le monde est soit prof, soit juge, un peu avocat, et un peu flic, écrivain parfois. Mais les gens ne travaillent pas beaucoup. C'est très bizarre et c'est pas sain qu'on ne montre pas ce travail réel. Voilà. Donc c'est l'enjeu de l'ouvrage en cours. Super. Dernière question, du coup, qui est une vacherie que je te pose, mais qui est la question de cette table ronde. C'est du coup, de ton point de vue, à toi de poète, l'EFC en acte, c'est quoi? Parce que moi, je parle de ressources immatérielles, je te parle de valorisation, de volume, ceci, cela, avec un langage un peu d'économie derrière, mais qui a aussi son sens, qui est très, très ancré dans le réel. Mais du coup, c'est aussi bien d'avoir de ton prisme à toi de poète, sans cette doctrine-là économique. C'est quoi l'EFC concrètement? Non, bah évidemment, j'en sais rien. Mais mon expérience qui m'a beaucoup marqué, d'abord, c'est la confiance. La confiance d'abord de Romain, que j'ai cité, et la confiance de chacun des intervenants, parce que c'est pas souvent qu'on peut franchir la porte d'une entreprise et dire sérieusement, je suis poète et je viens faire un livre sur votre travail. Et c'est pourtant le cas. Donc la confiance. Ensuite, cette idée de repenser ce qui a de la valeur. Ça, c'est un thème aussi, je crois, auquel tu es très attaché. Parce que bon, la poésie, elle a quand même une petite structure, elle a ses revues, enfin une petite structuration, elle a ses revues. Et mon expérience, c'est d'arriver dans un moment où la question de cette valeur de la poésie se pose, parce que la poésie vaut rien, bien sûr. Ça n'a aucun intérêt, ça sert à rien. D'ailleurs, ça n'existe pas chez les libraires, ou très peu. Donc, qu'est-ce qui fait la valeur de la poésie? C'est une vraie question. Et en fait, par un jeu de miroir, évidemment, toutes les réflexions que vous menez, toutes les actions que vous engagez dans l'EFC, en fait, font écho à la situation aussi de la poésie en tant que domaine éditorial. Parce qu'il y a eu un mariage à un moment donné, il y a longtemps, entre la poésie et un système industriel. Il y a des tentatives éditoriales qui ont marché quelque temps. On pourra en parler dans les ateliers. Ça a marché quelque temps. Et puis quand ça s'est arrêté, rien n'a pris le relais. Voilà. Il existe aujourd'hui des revues de poésie, mais c'est intéressant parce que justement, il n'y a pas cette notion ni de valeur ni de reconnaissance. Oui, alors là, au moins, nous, on est tranquille. Alors là, il n'y a plus de volume. Les tirages, alors non, mais les tirages vont de 200 à 500 exemplaires. Le moment dont j'ai parlé, l'espèce d'osmose avec le système industriel, on était sur des tirages de 20 000 à 50 000. Voilà. Je suis poète, hein, je suis pas matheux, mais pendant une petite trentaine d'années, quoi, de 1950 à 1980, ça fait 30. Et voilà, avec de la pub.
On était sur ces volumes-là. L'idée, c'était de faire un truc très, 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 très peu cher, un coût de revient minuscule, de pouvoir le vendre 1 franc. Vous avez peut-être connu, hein, Poésie 1. Voilà, c'était des très gros tirages, ça pouvait se vendre qu'à 1 franc. C'était très sophistiqué comme montage, parce que ça ne se vendait pas à l'unité. C'est ça l'astuce. Mais sinon, c'est vrai qu'économiquement, c'est mort, la poésie, oui. Ouais. Donc en plus, tu as eu ton propre effet miroir. Finalement, on te faisait travailler sur l'économie, la fonctionnalité pour révéler le UFC. Puis en fait, c'est le UFC qui s'est aussi révélé à toi. Christophe Dauphin, le directeur de la revue Les Hommes sans épaules, à laquelle je collabore le plus, suit de très très près ce travail-là. Bon, bah, très bien. Oui, super. Bon, on arrive du coup au terme de cette table ronde. Je pense que vous pouvez applaudir du coup tous les intervenants.